Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires scientifiques, individus et communautés. Après quelques séances entièrement consacrées à l'introduction d'abord aux deux notions puis aux deux textes d'Échille, les Suppliantes et les 7 contre Thèbes, je vous propose d'attaquer le deuxième auteur de l'année qui est Spinoza, un auteur du XVIIe siècle, dont vous avez au programme les 5 derniers chapitres du traité théologico-politique, chapitres 16, 17, 18, 19 et 20. J'aborderai aujourd'hui le thème de l'individu chez Spinoza, ainsi que la notion de droit naturel. Dans un cours précédent où j'avais analysé la notion d'individu, il apparaissait que cette notion, elle renvoyait à l'idée d'unité, à cette idée que c'est une entité non divisible que l'individu. Spinoza, quant à lui, n'insiste pas beaucoup sur cette dimension de l'indivisibilité, mais beaucoup plus sur cette idée que l'individu est une construction, plus encore une construction dynamique, et qu'on ne peut comprendre l'individualité sans la notion de corps. En effet, l'individu, c'est un composé de corps. Il y a chez Spinoza, notamment dans son ouvrage L'Éthique, une analyse du corps en 2 temps. D'abord, ce qu'il appelle les corps les plus simples, qui sont des éléments, qui ne se distinguent que par leur mouvement, leur repos, leur rapidité ou leur lenteur différentes. Et puis, il y a ce qu'il appelle les corps composés. Les corps composés sont constitués des éléments simples. L'individu fait partie des corps composés. Il est donc constitué de corps plus simples, de corps plus élémentaires. Raison pour laquelle on peut dire de l'individu qu'il est un corps composé ou un composé de corps. Dans la seconde partie de l'éthique, qu'on appelle aussi l'abrégé de physique, puisqu'il y aborde la question des corps, Spinoza explique que l'individu est cependant un seul corps. L'unité qui le constitue est l'unité des corps plus simples dont il est fabriqué. Spinoza ici dépasse le concept habituel de l'individualité au sens grec de ce qui est indivisible, comme le mot atomon, l'atome, qui ne peut pas être coupé ou divisé, puisqu'ici, l'individualité n'est pas une substance simple et indivisible, mais bien un composé déjà. Être un individu, c'est être un être non pas simple, mais complexe. L'individualité, pour le dire autrement, ne consiste pas dans une sorte d'entité substantielle, une substance, comme cela a été le cas notamment dans la philosophie de Descartes, qui, dans les principes de la philosophie, distinguait une substance corporelle, qui serait la chose étendue, la res extensa en latin, c'est-à-dire une forme de spatialité, et une substance d'une autre nature, spirituelle, la res cogitans, la chose pensante, qui explique la nature même de l'âme, qui est une pensée essentiellement chez Descartes. Revenons à Spinoza, donc chez lui, il y a un corps, ce corps c'est l'individualité, et c'est un corps composé. La question qu'on peut se poser, c'est comment quelque chose de composé peut-il revêtir les traits d'une unité ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'individualité si l'on n'est qu'un corps complexe composé ? Et donc Spinoza propose une définition de cette unité qui consisterait dans une sorte de pression des éléments corporels les uns contre les autres. À partir du moment où, par exemple, on agrège des éléments et qu'ils constituent une espèce de bloc qui a son unité propre et sa solidité propre, on peut parler d'individualité, d'individu. On pourrait parler ici d'une forme de cohésion des parties entre elles. En outre, les petits corps, c'est-à-dire les corps simples qui constituent le corps complexe de l'individu, communiquent entre eux et sont reliés par une sorte de solidarité. Cette explication de notre unité est beaucoup plus dynamique que statique ici. Il y a en nous quelque chose qui fonctionne, les petites parties fonctionnent en nous en communiquant les unes avec les autres. Cette approche dynamique, elle est très importante pour Spinoza, parce que pour lui, un individu, c'est d'abord un être qui se distingue des autres êtres par sa manière de se mouvoir ou d'être au repos. Dans son ouvrage intitulé « Le court traité », il écrit ainsi, je cite, « Le corps humain n'est rien d'autre qu'une certaine proportion de mouvement et de repos. » Voilà qui pourrait tout à fait constituer une définition de l'individualité. Chaque individu se caractérise par un certain rapport au mouvement et au repos lui aussi. Chaque individu fonctionne de manière un peu différente. On constate également ici que le corps n'apparaît pas individuel parce qu'il aurait une âme, par exemple.
L'identité, ici, n'engage pas l'existence d'une âme. Une simple approche mécaniste de l'individu corporel pourrait justifier de son individualité, puisqu'on observerait sa part de mouvement ou de repos propre. En outre, cette dimension de fonctionnement, elle est inscrite dans le changement. Comme l'individu est composé de plusieurs corps, il en perd certains, il en gagne d'autres. C'est par exemple ce que l'alimentation produit, et l'excrétion de même. Si l'individu gagne autant qu'il perd, il ne change pas de forme. Mais il peut aussi changer de forme. Par exemple, lorsqu'il subit une amputation. Mais son individualité est préservée. Car ce corps va se réorganiser en fonction de l'absence de ce membre. Ainsi, un individu est soumis à du changement continu, parfois même à un changement de forme. Ça n'est pas nécessaire. La plupart du temps, il ne change pas de forme, de temps en temps, ça lui arrive. Il est confronté à quelque chose de dynamique au plus profond de lui-même, ce qui fait que chez Spinoza, la notion d'individu ne renvoie nullement à une réalité qui serait figée. Pour autant, et sans cela il n'y aurait pas d'individualité, cette dynamique ne détruit pas l'individu. L'individu reste le même, sous un certain angle. Il y a en lui des aspects de continuité, des aspects de durée, ce qu'on pourrait appeler une persistance. L'individu, c'est celui qui persiste malgré les changements, qui reste en quelque sorte de même nature, dans et par ou malgré les changements. Or, si cette notion renvoie donc à l'organisation d'une complexité susceptible de changement, on pourrait très bien l'utiliser, cette notion d'individu, pour caractériser autre chose que l'être humain. Et c'est le cas. Individu ne désigne pas chez Spinoza le seul être humain, c'est une notion qui est assez extensible. Le monde lui-même, après tout, est composé d'éléments plus simples. Il apparaît donc, dans son unité, l'unité de l'univers, l'unité du monde, être un individu. Ce concept d'individu ne permet pas d'opposer chez Spinoza l'individu et le monde. L'homme et le monde sont deux individus, seulement à des échelles différentes. Or précisément, qu'est-ce que c'est que vivre, si ce n'est faire entrer son propre corps, sa propre individualité, en relation avec d'autres individualités, celle du monde, celle des autres individus, humains ou animaux par exemple. La découverte de l'altérité, c'est d'abord la mise en relation des corps, la mise en relation des individus entre eux. À la fois nous appartenons à un grand tout, qui est déjà une forme d'individualité, comme je le suggérais tout à l'heure en parlant de l'individu monde, et ce faisant, nous ne sommes qu'une partie de ce grand tout, et autant que nous sommes, tous les êtres de ce tout sont impliqués dans des rapports qui les englobent. Et d'autre part, je suis aussi un individu, moi, à part entière, confronté à l'existence face à moi d'individus impliqués aussi dans le monde, appartenant au même monde que moi, mais se distinguant aussi par leur spécificité, leur singularité, ce qu'on appelle vulgairement leur individualité. Or ces rapports sont de deux natures, explique Spinoza. Soit lorsque j'entre en rapport avec les autres individus, ces individus me sont utiles, m'aident, me consolident, soit au contraire, ils sont inutiles, voire nocifs, nuisibles. Si en tant qu'individu corporel, je rencontre un corps avec lequel j'ai l'impression de vivre sous un rapport favorable, avec lequel une composition favorable est possible, eh bien je vais chercher à m'unir à lui. En revanche, si je sens que ce corps est en train d'atteindre ma capacité de persévérance, si je sens qu'il m'affaiblit dans mon aspiration à me maintenir en vie, alors je vais spontanément le fuir. En effet, le corps de l'être humain est doué d'une puissance propre, que Spinoza appelle le conatus, C-O-N-A-T-U-S, et cette puissance considérable, elle est proportionnelle à son degré d'individuation. Chaque individu a un conatus unique, une puissance propre. C'est cette puissance qui me met soit au repos lorsque je ne l'utilise pas, soit me met en mouvement. Et grâce à cette puissance propre, qui est intégrée à mon corps, je vais pouvoir entrer en interaction avec des corps extérieurs. Par exemple, je vais pouvoir les mouvoir, en disposer, me rapprocher d'eux, les fuir, être affecté par eux. Par exemple, si je veux me nourrir et que je vais vers un corps qui n'est pas comestible, peut-être que mon corps va s'en trouver affaibli, je vais faire une intoxication alimentaire,
Et je vais comprendre donc que cet aliment-là, il affaiblit mon conatus. Je dois essayer de le fuir autant que faire se peut et m'orienter vers des aliments plus digestes, par exemple. Pour le dire autrement, pour être vivant, il faut être suffisamment puissant pour persister dans l'existence, pour persévérer dans l'être, pour se conserver. Et si je sens qu'il y a des réalités qui aident à cette conservation, je serai tentée de m'en rapprocher, de les développer. Elles produiront en moi de la joie, explique Spinoza. En revanche, toutes celles qui me nuisent, qui affaiblissent cette puissance, produisent en moi de la tristesse. Et je les fuirai spontanément. Or, ce que peut un corps, voilà ce que Spinoza appelle le droit naturel dans le chapitre 16 du traité théologico-politique, dont je vais analyser quelques-unes des citations qui ont attrait à cette question du corps. Nous venons de dire qu'un corps cherche ce qui lui est utile, ce qui lui est bon, et spontanément, un corps va toujours aussi loin qu'il le peut. Il va au bout de son pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, il va être tenté de le faire, si bien que le droit du corps, c'est d'abord ce qu'il peut, potentiel qu'il repousse au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. On n'a pas toujours le même potentiel. Si on peut pousser ce pouvoir, l'agrandir, l'accroître, on le fera. D'où cette première citation du chapitre 16. Le droit de la nature s'étend aussi loin que s'étend sa puissance. Et un peu plus loin, chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir. Ainsi, nous comprenons que le droit naturel de l'individu s'étend jusqu'où s'étend sa puissance. Je le reformule de manière un peu plus simple. Tout ce que je peux faire, j'ai le droit de le faire selon le droit naturel. Et on comprend, du point de vue de la nature, nous voulons vivre comme tous les êtres naturels. Chaque être s'efforce de persévérer dans l'être et a le droit absolu de se conserver pour rester en vie. Ce qui fait dire à Spinoza, la loi suprême de la nature, étant que quelque chose s'efforce de persévérer dans son état, et là j'ai coupé donc 3 petits points, il suit que chaque individu a un droit souverain de persévérer dans son état. Donc vous le voyez, cette puissance, c'est un droit de persévérer. Je suis en bonne santé, je vais tout faire pour le rester. Je suis puissant, je vais tout faire pour maintenir ma puissance. Je suis en vie, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le rester longtemps. Et une telle loi de la nature donne à chaque être ce droit souverain sur lui-même, quel qu'il soit. Ça n'est pas le propre des seuls êtres raisonnables, par exemple. Si je suis un passionné ou un idiot, j'ai le droit, moi aussi, d'exister, et de faire tout ce qui est en ma puissance pour exister en tant qu'être. Il est naturel de vouloir survivre, de tout faire pour rester en vie. Cela est naturel et cela n'a rien de criminel ni d'immoral. Cette question de la survie se pose avant même que les lois éthiques ou que les lois morales ou religieuses n'existent. Rien n'est mauvais dans la nature. Souvent, nous plaquons le vocabulaire de la morale sur la nature à tort. Que le lion soit mauvais pour la gazelle, cela ne vaut que du point de vue de la gazelle. Et nous ne pouvons pas dire qu'il y a cruauté chez le lion, car il n'y a pas de cruauté chez le lion, pas de péché non plus en lui, seulement une obéissance aux lois de la nature qui sont utiles à sa conservation. Donc rien d'immoral non plus pour un homme qui chercherait par tous les moyens à suivre son appétit, son goût, son intérêt plutôt que sa raison, étant donné que c'est d'abord vivant qu'il se veut être et non forcément raisonnable, altruiste ou meilleur. C'est la raison pour laquelle Spinoza insiste beaucoup sur le fait que ce droit de nature n'a rien de raisonnable. Cela nous rappelle juste que nous, les êtres humains, nous ne sommes que des êtres naturels comme tous les autres, inscrits dans un grand tout, une petite partie, dit le texte, d'un grand tout. Et pour rester vivants, nous sommes prêts à toutes les ruses, à l'usage de la force, à l'usage de la raison aussi, mais pas exclusivement du tout. Tout ce qui nous sera utile pour survivre, nous le ferons. Le droit de nature, de ce point de vue, n'interdit ni les conflits, dit l'auteur, ni les haines, ni la colère, ni l'aversion. À travers cette liste des éléments que nous détestons, conflits, haine, colère ou aversion, Spinoza nous rappelle que ces éléments sont naturels. Il est naturel de haïr celui qui m'entrave lorsque je cherche à me conserver et qui devient mon ennemi et m'empêche de me conserver. Rien n'est plus
naturel que la colère à l'endroit de ce qui nous asservit, de ce qui nous affaiblit, nous enlève cette puissance d'exister. Il est normal également d'avoir de l'aversion pour ces aliments qui ne nous font pas du bien. Les conflits d'eux-mêmes sont l'expression d'une volonté de persister dans l'être lorsqu'on est menacé par ses congénères, par exemple. Si bien qu'on le voit, notre thème étant individu et communauté, nous ne pouvons pas faire l'économie dans l'ordre naturel des conflits, des haines, des colères et des aversions. Ils font partie de notre nature, ils sont intrinsèques à la nature humaine qui cherche par tous les moyens à se conserver. Face à la loi de nature, les distinctions qu'on pourrait établir entre le sage et l'insensé, le fort ou le faible, le rusé et l'idiot ne tiennent plus. Parce que chacun fait des efforts à son échelle pour persévérer dans l'être. Cette conception du droit naturel, elle est directement héritée du philosophe anglais Thomas Hobbes, H-O-B-E-S, à qui Spinoza doit beaucoup, et notamment cette conception-là, d'un droit de nature qui s'opposerait profondément à la théorie classique de la loi naturelle. Je reviens sur ce point parce qu'on pourrait en effet, dans le vocabulaire, les trouver tellement similaires, ces deux expressions. La loi naturelle, le droit de nature. Cicéron, dans l'Antiquité, est un sage romain qui a abordé la question de la loi naturelle lorsqu'il expose la philosophie stoïcienne dans un traité qui s'intitule De Fin, le De Finibus. En effet, la loi naturelle, c'est ce qui va définir la nature d'un être par sa perfection, conformément à un ordre des fins, ce que l'humain doit être. On va définir la nature humaine par rapport à sa destination, à sa finalité intrinsèque. Si bien que l'état de nature n'existe pas. Il n'y a pas d'état pré-social. L'homme a en lui déjà quelque chose qui lui permettra de vivre socialement en accord avec ses congénères. Une espèce de sociabilité naturelle l'habite, qui le destine à une vie avec ses congénères. Et le sage est celui qui, parce qu'il connaît déjà, il a compris ce que serait l'ordre des fins, et celui que l'on va écouter en priorité. Le sage, c'est celui qui connaît les devoirs que nous devons respecter pour aller dans cette bonne direction, pour devenir le meilleur de soi-même. Rien à voir donc avec la théorie de Hobbes. Hobbes explique au contraire que la loi de nature n'est pas du tout rapportée à une perfection finale, au meilleur de ce que l'homme pourrait être. La loi de nature, c'est d'abord un appétit, le désir, un désir fort. Et dans cette loi de nature, la raison ne jouit d'aucun privilège. De ce point de vue, l'insensé ne s'efforce pas moins que l'être raisonnable à persévérer dans son être, et les désirs ou les actions qui naissent de la raison ne manifestent pas plus cet effort de persévérer dans l'être que les désirs ou les passions d'un être insensé. Personne d'ailleurs ne naît raisonnable, explique Hobbes, idée que reprend tout à fait Spinoza. Personne ne naît raisonnable, et d'ailleurs personne ne naît citoyen, ou moral, ou religieux. Aussi les hommes ne sont-ils pas du tout amenés à écouter la nature en eux leur disant quels devoirs ils doivent respecter, ainsi que le pensait Cicéron. Ce que la nature fait de chacun de nous, ce sont des êtres individualistes, qui chacun suit ses désirs, satisfait ses appétits. Et j'insiste sur ce point, il n'y a rien d'immoral pour un homme à suivre son appétit plutôt que sa raison dans un état naturel. Maintenant, la question qui va se poser et que nous aborderons dans un prochain numéro, c'est pourquoi sommes-nous sortis de cet état ? Quelles sont les raisons du pacte social ? Et si nous avons décidé de produire un pacte social solide, quelles étaient les motivations qui nous y ont poussés ? En attendant cette séance, je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.